Bonjour à tous. On va commencer ce cours. Merci de vous asseoir. Bonjour. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre exploration du domaine des graphiques, de leur perception, de leur compréhension et de leur design. Ce grand domaine donc d'invention culturelle récente que j'essaie de comparer à l'invention de l'alphabet, à l'invention des nombres. On a ce troisième domaine, donc des graphiques, dans lequel nous avons la capacité de percevoir extrêmement rapidement des relations complexes entre les données. Et aujourd'hui, après avoir vu la semaine dernière quelques graphiques magnifiques, notamment, je vais vous en montrer un, celui-ci, dont vous vous souvenez peut-être, celui de Hans Rosling, sur la relation entre le revenu moyen dans un pays et puis l'espérance de vie. On va donc essayer d'explorer quels sont les processus cognitifs qui sont à l'œuvre pour percevoir et comprendre rapidement ce qu'il y a derrière un graphique. Et au passage, on en déduira donc des lois de design, puisque le design graphique consiste à essayer d'optimiser le graphique pour que celui qui le voit perçoive et comprenne le plus rapidement possible de quoi il s'agit. Quels sont donc les processus qui sont engagés? Il est peut-être utile de commencer par une définition de ce que c'est qu'un graphique. Et je reviens ici aux travaux de Bertin, 1967. Vous avez rappelé que c'est un Français, Bertin, qui a été le premier à faire la sémiologie des graphiques, à explorer les différentes dimensions de leur design. Et ça a été repris par Steve Pinker dans un article peu connu, Theory of Graph Comprehension. C'est le même Steve Pinker qui ensuite écrira The Language Instinct, deviendra professeur à Harvard, mais qui au départ était un élève de Steve Koslin et a travaillé avec lui sur la perception visuelle et notamment la perception des graphiques. Alors cet article est encore intéressant aujourd'hui et je le cite, il essaye de donner une définition des graphiques. Il dit que chaque graphique essaye de communiquer à celui qui le voit, à son lecteur si on peut dire, d'abord un ensemble de données. C'est vrai que lorsque vous créez des graphiques dans un package, par exemple comme R, vous commencez toujours par une base de données, avec des colonnes qui vont vous donner les différentes mesures pour les points de données que vous souhaitez afficher. Donc un ensemble de n-uplets, des paires, des triplets, des quadruplets peut-être de données sur des échelles mathématiques. Et vous essayez de les afficher avec des objets visuels dont les dimensions, la longueur, la position, mais ça peut être aussi la luminance ou la forme, correspondent à ces échelles de manière à ce que les valeurs sur chaque dimension de ces objets correspondent aux valeurs numériques dans la base de données à l'aide d'échelles qui les mettent en correspondance. Alors on avait vu que Bertin avait souligné qu'il y avait jusqu'à 8 dimensions qui pouvaient être utilisées dans les graphiques. On les voit ici, les dimensions du plan, la taille des objets. À chaque fois, ça peut être des points, des lignes ou des zones du graphique qui sont donc déplacées en x, y, changent de taille, peuvent changer de valeur, de niveau de grille, de luminance, de grain, donc de hachure, de couleur, d'orientation, de forme. Et en fait, Bertin n'avait pas pensé à l'époque qu'on pourrait aujourd'hui utiliser la dimension de temps, qui est une 9e dimension, dans le graphique de Hans Rosling. La dimension de temps, vous vous souvenez, est utilisée pour faire changer le graphique et montrer comment l'espérance de vie a changé massivement au cours des années. Donc, différentes dimensions visuelles vont être utilisées pour véhiculer des informations quantitatives sous une forme analogique. Alors, ces idées sont donc résumées par Pinker sous la forme suivante. Il y a une première étape, d'après Bertin, qui consiste à ce qu'il appelle l'identification interne. Déterminer quelles sont les variations qui sont pertinentes et quelles sont les variations qui ne le sont pas. Voilà. Dans le graphique de Hans Rosling, ici les dimensions pertinentes, c'est évidemment l'axe des X et l'axe des Y, donc la position de ces objets circulaires par rapport à l'axe des X et à l'axe des Y. Ça, c'est une convention fréquente, donc on n'a pas besoin beaucoup d'y réfléchir. On sait que dans ce type de graphe, il y a les dimensions X et Y qui jouent un rôle important. Et puis, ici, il y a une troisième dimension qui est la taille des objets, qui représente la taille de la population, et une quatrième qui est la couleur de ces objets, qui représente, ça n'est pas indiqué sur le graphique, mais il le dit dans son exposé, ça représente la position géographique, le grand continent auquel appartiennent ces différents pays, et le pays lui-même est représenté par différents cercles. Donc, la première chose que vous faites, d'après Bertin, repris par Pinker, c'est d'analyser sur le plan strictement visuel ce que vous voyez, de déterminer quels sont les objets et quelles sont les dimensions pertinentes.
Deuxième étape clé, l'identification externe. Vous allez identifier à quoi font référence ces différentes dimensions. Avec des étiquettes alphanumériques, ce qu'on appelle des légendes, vous allez comprendre les référents de chacun des symboles sur le graphique. Par exemple, ici, il y a ce mot-clé très important, revenu, sur l'axe des X, et puis il y a un autre mot-clé, espérance de vie, sur l'axe des Y, et vous allez comprendre que ça n'est pas juste des points sur un espace, mais c'est l'espérance de vie en fonction du revenu. Ça devient une dimension abstraite, il y a une référence symbolique qui est faite, il y a une intentionnalité ici dans le graphique. Et pour ce faire, Bertin utilise l'expression perception de la correspondance. Chacun des niveaux de la variable visuelle correspond à un niveau particulier de la variable représentée. Voilà. Et donc on peut tirer des conclusions sur les variables qui sont représentées à partir des dimensions visuelles, à condition de les percevoir de façon suffisamment précise. Alors ces conclusions peuvent être de deux sortes, elles peuvent être absolues. Par exemple ici, je peux déterminer pour les pays qui ont un revenu de l'ordre de 5 000 $, quelle est l'espérance de vie moyenne, correspondance, et je vois que c'est entre 60 et 70, par exemple. Donc je vais avoir une perception des valeurs absolues sur le graphique. Mais peut-être le plus important dans les graphiques, c'est la perception des relations. Par exemple, ici, très rapidement, je vais être capable de percevoir qu'il y a une relation linéaire entre les deux variables, à peu près linéaire, qui dit que plus le revenu est important dans un pays, plus l'espérance de vie est importante. Donc, on peut distinguer ces extractions d'informations absolues et relatives. Alors, on arrive à une définition extrêmement simple des étapes cognitives minimales dans la perception des graphiques. Une étape perceptive qui correspond à ce que Bertin appelle l'identification interne. Il s'agit d'analyser les objets sur la page, de les parser, c'est le terme anglais qu'on utilise pour cette analyse grammaticale, parce qu'on verra que ça n'est pas simplement une disposition linéaire, mais il y a des objets qui sont enchâssés les uns dans les autres. Hein. Et donc c'est là qu'on va extraire la nature des objets, leur couleur, leur position, mais aussi l'identification des axes et l'identification des grands axes des données, par exemple l'existence d'une relation linéaire ici. On en parlera au cours 4. Et puis, une relation conceptuelle, une étape plutôt conceptuelle, dans laquelle on code les objets non plus comme des objets visuels, mais comme des nombres, comme des valeurs sur des axes. Et donc, il s'agit de comprendre quelles sont ces dimensions, et il faut aussi, bien sûr, comprendre quelles sont les échelles qui sont utilisées. Vous n'avez peut-être pas fait attention, par exemple, ici, que l'échelle est logarithmique. Ça nous va de soi, c'est quelque chose d'assez naturel dans le monde d'aujourd'hui, mais c'était une échelle logarithmique qui est utilisée parce qu'il y a une énorme variation dans les revenus des différents pays, donc c'est naturel de le faire ainsi. Alors, la question se pose, pourquoi ça marche si bien? Et qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Ce sera l'objet principal de ce cours aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous permet d'optimiser ces étapes de perception et de compréhension? Et le point essentiel, c'est que nous maximisons avec les graphiques l'efficacité d'un traitement parallèle des informations et la capacité d'abstraction. Je vais vous demander d'étudier ce tableau qui est classique. Vous avez ici 4 ensembles de données présentés sous forme de colonnes, ensemble 1, 2, 3 et 4. À chaque fois, il y a une variable en X, il y a une variable en Y, et essayez de voir un petit peu rapidement quelles sont les relations entre la variable X et la variable Y. Alors très vite, votre œil descend en bas de la colonne et vous voyez que la moyenne est exactement la même pour toutes ces colonnes. La colonne X, c'est toujours 9, colonne Y, c'est toujours 7,5, donc ça ne vous aide pas beaucoup. Et puis la variance est exactement la même aussi. Mais pourtant, ce sont des choses très différentes. Ce n'est pas facile de comprendre de quoi il s'agit. On va les mettre maintenant sous une forme graphique. Ça s'appelle le quadruplé de Hanscombe. Et vous voyez qu'avec un graphique, ça change tout. Immédiatement, en quelques instants, vous avez vu que les 4 ensembles de données sont complètement différents, ce que vous n'aviez pas vu au départ, pas facilement, en tout cas avec les nombres. Vous avez vu qu'il y a une relation linéaire approximative ici qui n'est pas facile à détecter, honnêtement. Les données sont volontairement pas ordonnées, évidemment, on pourrait faciliter la perception de tête table en les ordonnant. Voilà. Là, il y a une relation quadratique, on est très sensible au fait que ce soit linéaire ou quadratique. Ici, il y a un outlier, ici aussi. Il y a un objet anormal dans l'ensemble de données. C'est beaucoup plus facile, on le verra au cours numéro 4, de percevoir des anomalies dans les données sous une forme graphique ou sous une forme tabulaire. Donc on voit ici immédiatement l'avantage. Notre système visuel est extraordinairement efficace
pour percevoir des données, alors que sous forme numérique, évidemment, on peut explorer ces données. D'abord, c'est lent et sériel, il faut les explorer une à une, mais on n'est pas bon fondamentalement pour percevoir des grands ensembles de nombres. Alors, cette idée que les graphiques offrent un avantage particulier a été théorisée par plusieurs personnes. J'ai sorti ici un article assez classique de Larkin et Simon, c'est Herb Simon, qui dit pourquoi un diagramme parfois vaut 10 000 mots. Et ils essayent d'analyser la raison pour laquelle ça fonctionne. Alors, ils reviennent à l'idée que les humains utilisent souvent des représentations externes. On n'a pas seulement des représentations internes dans notre cerveau, mais grâce à des inventions culturelles, en particulier l'invention de l'écriture, l'invention du papier, du tableau noir, on est capable de faire référence à une sorte de mémoire externe. Et ces inventions-là ont décuplé, énormément augmenté la capacité du cerveau humain. Il y a une analyse classique par Zhang et Norman, ici en 1995, du rôle des chiffres et des notations chiffrées, des systèmes de numération dans la capacité de calcul humain. On n'aurait certainement pas la même capacité de calcul et de mathématiques si on n'avait pas inventé des notations qui permettent d'externaliser en quelque sorte le processus. Après, bien sûr, une fois qu'on a créé cette notation, on peut l'internaliser, on est capable de penser aux chiffres arabes, mais dans un premier temps, c'est externe. Alors, il distingue deux sortes de représentations externes, c'est un peu caricatural, mais c'est intéressant. La première, c'est une représentation sous forme de phrase. Et effectivement, c'est ce que vous êtes en train de lire en ce moment même. Vous voyez des pattes de mouche sur un écran ici, mais pour vous, ce sont des phrases. C'est un système d'écriture qui permet de transformer en une séquence graphique ce qui est en réalité une phrase qu'on cherche à communiquer. Donc il y a un certain nombre de représentations externes, les notations mathématiques en font partie, qui sont des représentations syntaxiques sous forme de phrases où on linéarise les phrases. Mais pour eux, il y a donc ce deuxième type de représentation, qui est une représentation sous forme de diagramme, les graphiques, dans lequel les expressions sont des positions sur le diagramme et ça permet de dériver des informations relationnelles sur les objets qui sont dépeints. La représentation diagrammatique présente ceci fondamental, qu'elle préserve l'information sur la topologie et sur les relations géométriques, ce qui n'est pas le cas de la représentation sous forme de phrase. On peut parler ici de représentation analogique, en fait. Ce qui est clé dans la représentation graphique, c'est qu'il y a une analogie entre les dimensions visuelles et les dimensions numériques que l'on cherche à faire passer, ce qui n'est pas le cas dans une représentation symbolique, arbitraire. On n'a plus ici fondamentalement, totalement l'arbitraire du signe. Il y a des dimensions arbitraires dans les graphiques, mais il y a quelque chose de non arbitraire dans le fait d'utiliser des dimensions visuelles pour coder des dimensions sémantiques numériques, des grandeurs. Voilà. Alors, c'est le début de l'informatique, Larkin et Simon, 1987, et il nous rappelle que le format de représentation des données peut changer dramatiquement la capacité de faire des calculs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va de soi, mais enfin, ça vaut la peine de le rappeler. Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous pouvez multiplier 2878 par 10 ? Oui, vous rajoutez un 0, la représentation facilite ce type de multiplication. Est-ce que vous pouvez le multiplier par 2 ? Voilà, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut là rentrer dans un calcul sériel. On voit cette différence entre travail parallèle et sériel. La même multiplication par 2, je ne vais pas essayer de lire le nombre de droites, mais en binaire, vous pouvez rajouter tout simplement un 0 et vous pouvez multiplier par 2. Donc, on voit ici que deux représentations peuvent être équivalentes sur le plan informationnel et néanmoins être très différentes sur le plan de l'efficacité conceptuelle, computationnelle. C'est très simple. Ça veut dire qu'il y a des systèmes dans notre cerveau, il y a des systèmes de notation qui facilitent ou pas le traitement de l'information, et les graphiques facilitent certains traitements de l'information, les traitements qui vont être dépendants des relations entre les positions spatiales des objets. Voilà. Alors, il souligne qu'en général, l'efficacité computationnelle dépend d'au moins 3 facteurs, pas seulement la structure des données, mais les programmes qui travaillent sur ces données et la manière dont l'attention est gérée par ces structures de données. Alors on va le voir ici dans le cas des processus graphiques. Il propose qu'il y a 3 grands traitements de données qui sont fondamentalement à l'œuvre dans les graphiques. Le premier, c'est le processus de recherche visuelle. La recherche visuelle peut être extraordinairement efficace lorsque les données sont sous forme graphique. Je vous ai remis ici le graphique célèbre de Playfair, 1787.
sur la dette en Angleterre en fonction du temps. Hein. Et vous voyez qu'effectivement, vous pouvez très facilement déplacer vos yeux ou même votre attention pour aller voir les données récentes, les données anciennes, la courbe dans sa totalité. Vous pouvez zoomer. C'est une facilité dont nous disposons dans le système visuel qui est beaucoup plus difficile à déployer lorsque les données sont sous forme de table, par exemple. Deuxièmement, il y a la reconnaissance visuelle, et c'est peut-être le point le plus important. On est capable de reconnaître des dizaines de milliers d'objets en même temps, de les traiter en parallèle dans le système visuel, et on est capable de reconnaître des traits relativement complexes de cette scène visuelle, par exemple l'orientation de la courbe. Vous voyez qu'ici, on voit que la courbe n'est pas seulement en train d'augmenter, ce qui est une chose, mais qu'elle est en train d'augmenter de façon non linéaire, avec une courbure vers le haut. On perçoit la courbure, même statistiquement ici, à travers un petit peu de bruit dans les données, et c'est quelque chose qui est très automatique dans le cas d'une représentation graphique, une reconnaissance qui est câblée en quelque sorte dans notre système graphique, alors que ce n'est pas le cas sous forme de table de données. Voilà. Cela ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement. On verra d'ailleurs dans les prochains cours l'effet de l'éducation sur la perception des graphiques. On peut éduquer et on éduque notre système visuel à percevoir les dimensions pertinentes et la finesse de la perception d'une pente ou d'une courbure peut augmenter avec l'éducation. Puis il y a un troisième point, alors qui est un peu plus daté là, dans l'article de Larkin et Simon, mais c'est les processus d'inférence. Ils travaillent dans un modèle qu'on appelle un système de production, dans lequel on déploie des processus stratégiques en ayant une partie, ce sont des règles si alors. Il y a une partie si qui dit si telle condition est vérifiée, alors je vais appliquer tel programme. Et évidemment, la partie si peut être extraordinairement efficace avec une présentation sous forme graphique. On peut déclencher des règles de production parce qu'on perçoit un pattern particulier, une configuration particulière dans le graphique. Donc la conclusion de Larkin et Salmon, c'est que la différence principale des représentations sous forme de diagramme, sous forme graphique, c'est le processus de reconnaissance. Il y a un processus de reconnaissance visuelle qu'on exploite, on met les données dans un format tel qu'on est capable d'utiliser notre système visuel et son extraordinaire capacité de reconnaissance très fine pour voir des configurations dans les données. Alors, Larkin et Simon parlent principalement de physique et de maths, mais je pense que leur raisonnement s'applique aussi bien, peut-être encore mieux, aux données. Mais ils utilisent, par exemple, ils analysent un exemple qui est un problème de maths. Alors, excusez-moi, il est un peu tôt le matin, mais je vais vous demander de réfléchir 2 secondes à un problème de maths. Et la première chose, c'est de l'avoir sous forme verbale. On va lire ce programme sous forme verbale. 2 droites transversales intersectent 2 droites parallèles et elles s'intersectent l'une l'autre entre les 2 lignes parallèles. Une des transversales bisecte le segment de l'autre qui se trouve entre les 2 lignes parallèles. Prouvez que les 2 triangles formés par les droites transversales sont congruents. Alors je pense que vous n'avez rien compris, j'espère. Parce que voilà, sous une forme verbale, c'est vraiment très difficile. D'accord. Dès qu'on introduit un diagramme, on peut voir que ça se simplifie énormément. Alors les auteurs analysent ça sous une forme algorithmique, informatique. Ils tentent une analyse, en tout cas, ils montrent qu'on peut évaluer la taille de l'espace combinatoire qui devrait être exploré si on n'a que des règles formelles, syntaxiques, et ils montrent que cet espace est gigantesque. Voilà. C'est aussi un des avantages des graphiques. Les graphiques guident l'espace dans lequel on fait la recherche de la démonstration, par exemple. Et si on n'avait pas le graphique, l'espace à explorer est gigantesque, et c'est ce qui se passe dans les démonstrateurs automatiques de théorèmes en mathématiques. Vous savez que c'est un domaine dans lequel il y a des grands progrès en intelligence artificielle, hein, mais ça reste quand même un problème majeur, que l'espace dans lequel on peut appliquer toutes les règles mathématiques qu'on connaît est beaucoup trop vaste, et il faut des heuristiques pour guider cette recherche. On n'a pas d'heuristique, on n'y comprend rien, et les programmes informatiques ont encore beaucoup de difficultés à faire des démonstrations automatiques comme celle-ci. Alors maintenant, je vous redonne le même énoncé avec une aide graphique. Alors on a parlé de 2 droites parallèles, donc on voit une première droite et une deuxième droite parallèle, j'espère que vous les voyez. Ensuite, on a parlé de 2 droites transversales, donc en voilà une et en voilà une autre, et le point 2 dit que la droite transversale, que j'ai choisi la bleue, bisecte la droite rouge, plutôt bisecte l'intervalle, le segment de la droite rouge qui se trouve entre les 2 droites parallèles. D'accord ? Donc ce petit segment-là est égal à ce segment-là, c'est ça que ça veut dire bisecter, n'est-ce pas ?
divisé en deux. Et ce qu'on vous demande de prouver, pardon, c'est qu'il y a deux triangles congruents, ce triangle-là et ce triangle-là. Bon, ça commence à être un petit peu évident. J'espère que vous avez la démonstration en tête maintenant, presque. Là. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'une droite transversale coupe deux droites parallèles, elle fait des angles constants. Donc l'angle qui est ici ou ici est le même que l'angle qui est ici ou ici. Pareil pour la droite rouge, donc il y a un angle constant ici et ici. Et donc ce triangle-là, il a deux angles égaux avec ce triangle-là, et puis il a aussi deux longueurs égales. Dès qu'il y a trois éléments égaux dans un triangle, les triangles sont congruents, CQFD, c'est terminé. D'accord. C'était pas difficile, mais c'était très difficile sous une forme textuelle. Alors je crois qu'on voit bien ici l'avantage du graphique. Le graphique nous guide en permanence vers les éléments à expliquer. C'est vrai qu'on voit les règles de production. Enfin, je ne sais pas si ça vous est venu spontanément, mais ça vient assez facilement. Dire, il y a deux droites parallèles, il y a une droite qui les coupe, les angles doivent jouer un rôle. Je sais que les angles vont être égaux, c'est une règle classique, etc. C'est ça qui fait qu'on est bon en démonstration mathématique, c'est qu'on connaît, à partir des données, un certain nombre d'heuristiques nous guident vers les théorèmes à appliquer. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Polya, qui est extrêmement intéressant sur la démonstration mathématique, un livre qui s'appelle How to Solve It. Si vous faites des maths, si vous aimez les maths, c'est un livre merveilleux parce qu'il donne plein d'heuristiques sur comment résoudre des problèmes quand on est bloqué. Et l'une des heuristiques, c'est d'évoquer des théorèmes mathématiques qui ressemblent, voilà, comme celui qui dit ici qu'une droite coupe deux droites parallèles doit faire des angles constants. Alors, je me suis amusé à poser le même problème à des modèles de langage actuels, vous savez, qui sont tellement vantés actuellement, et qui essayent de résoudre ce problème qu'on juge impossible ici. C'est-à-dire qu'ils essayent de prendre uniquement des entrées textuelles et de faire des mathématiques ou d'avoir des concepts mathématiques. Et évidemment, ChatGPT 4.0, alors je l'ai fait le 30 juillet 2024, ça a peut-être changé, hein, mais il a échoué. Il a échoué, mais pas de beaucoup non plus. Hein. Ça commence à être vraiment intéressant ce qu'ils arrivent à faire dans les algorithmes. Je n'ai pas essayé DeepSeek, j'aurais dû, mais c'est tellement récent. Alors voilà ce que fait ChatGPT. Alors il prend l'énoncé exact que j'ai pris de Larkin et Simon, hein, de 1987. Peut-être qu'il l'a eu comme ensemble d'entraînement, ça, je ne sais pas trop. Mais donc la première chose qu'il fait, c'est quand même d'étiqueter convenablement les choses. Donc il dit dessiner deux droites parallèles L1 et L2, dessiner deux droites transversales qui intersectent, hein, étiqueter les points. Alors c'est extraordinaire parce qu'il écrit un programme en Python qui est capable de générer ce graphique-là. Donc ce graphique, ça c'est le ChatGPT qui l'a conçu, hein, et c'est pas loin d'être celui dont on a besoin pour résoudre le problème. Et il étiquette les points, il dit on va étiqueter le point A, alors on peut suivre ici, étiqueter les points où les transversales intersectent L1 et L2. Le premier, on va l'étiqueter A, le deuxième, on va l'étiqueter B, et puis également C et D. Et là, le programme se fout dedans parce qu'il ne voit pas qu'il est en train de traiter AXC comme une droite et BXD comme une autre droite. Il n'a pas vu l'alignement des points, il n'a pas vu à proprement parler. Voilà. Et donc, il crée une fausse démonstration, il ne voit pas les bons triangles, etc. Mais c'est tout près quand même. Hein. Voilà. Bon. Je pense qu'on est encore là en train de montrer, et il y a beaucoup de recherches qui le montrent, qu'il manque à ces algorithmes d'intelligence artificielle de traitement automatique du langage une représentation pictorielle, graphique, qui nous aide énormément à faire des mathématiques. En fait. Faire des mathématiques, ça se repose très largement sur cette représentation graphique qui est extraordinairement efficace. Mais c'est frappant à quel point quand même, sur la base simplement d'énormément de millions de données, de théorèmes, de langages, etc., on commence à voir apparaître quelque chose qui ressemble à une représentation graphique, qui est souvent encore fausse, mais pas loin, dans ces modèles de langage. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre. Alors, ma proposition, très simple, qui suit les idées de Simon, c'est que la perception graphique, c'est un nouvel exemple de recyclage neuronal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les graphiques sont une invention culturelle récente, semblable à l'alphabet, à la notation en chiffres arabes, ou pourquoi pas à la notation musicale. Dans tous ces cas, il n'y a pas pu d'avoir d'évolution spécifique dans notre cerveau. Il n'y a pas pu d'avoir d'évolution génétique qui a conduit à des systèmes spécialisés pour la perception des graphiques. Et donc, nous sommes obligés de nous reposer sur des systèmes perceptifs et cognitifs anciens, mais nous pouvons les développer, les réorienter par l'éducation. Donc, nous les réorientons, nous les recyclons
pour un nouvel usage culturel. Voilà. Et c'est cette idée de recyclage neuronal que j'ai développée avec Laurent Cohen dans plusieurs articles dès 2005, avec cette caricature de Darwin, mais que je trouve illustre bien les choses. C'est-à-dire que nous avons un cerveau d'Homo sapiens qui est ancré dans l'évolution, qui n'échappe pas à l'évolution. Ce n'est pas vrai que grâce à la culture, nous échappons totalement à nos racines dans l'évolution. Et donc, il y a beaucoup de postulats, 4 postulats dans cette théorie du recyclage neuronal. D'abord, la première, c'est que notre cerveau continue d'être soumis à des contraintes anatomiques et connexionnelles extrêmement fortes, héritées de notre évolution. Il y a des cartes neurales qui sont extrêmement reproductibles à travers les individus, qui sont présentes dès l'enfance et qui vont biaiser nos apprentissages. Donc nous ne sommes pas libres et il est faux de dire que la culture nous libère de toutes les contraintes. Au contraire, des acquisitions culturelles nouvelles sont possibles, bien entendu, mais ne sont possibles que si elles s'intègrent dans cette architecture préexistante. Et chaque objet culturel doit trouver sa niche neuronale, un jeu de circuits qui est proche de la fonction qu'on cherche à apprendre, mais qui est suffisamment plastique pour être recyclé. Donc la plasticité du cerveau, évidemment, joue un rôle clé dans notre capacité d'inventer des objets culturels. Et il y a cette idée donc qu'on n'élimine jamais les contraintes anatomiques et connexionnelles, que lorsque des objets culturels envahissent des territoires corticaux plus anciens, eh bien, leur organisation préalable n'est jamais complètement effacée. Les contraintes neurales continuent d'exercer une influence forte sur les formes de la culture, sur leur acquisition et sur l'organisation adulte. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait, je l'ai beaucoup illustré par le passé. Ah oui, je voulais vous dire une chose. Pourquoi inventer ce terme de recyclage neuronal ? Vous avez peut-être reconnu une forme déguisée de ce qu'on appelle l'exaptation, que Stephen Jay Gould a appelé exaptation, ou que François Jacob appelait déjà le bricolage de l'évolution. Cette idée qu'on fait du neuf avec du vieux. On reprend des éléments anciens, on les recombine pour faire du neuf. C'est une idée évidemment très classique dans le domaine de l'évolution. Alors, la raison d'avoir un terme légèrement nouveau comme recyclage neuronal, c'est qu'il y a une différence clé. Ce dont je vous parle ici, ce sont des différences qui se passent à génome constant, puisqu'elles se passent au cours de la vie développementale d'un individu. D'accord ? C'est pendant l'éducation, et notamment pendant la jeunesse, évidemment, que nous sommes capables de recycler certains de nos circuits neuronaux. Donc il n'y a pas de changement génétique, contrairement à l'exaptation, contrairement au bricolage génétique de François Jacob, il y a uniquement une réorientation qui est rendue possible par la plasticité neuronale. Alors on arrive à plusieurs prédictions spécifiques. Il va y avoir des invariants culturels, non seulement dans la représentation corticale, on va trouver chez plusieurs individus les mêmes représentations corticales, mais aussi dans la structure des systèmes culturels, parce qu'ils sont contraints par notre organisation préalable. Et l'apprentissage lui-même va être contraint par la quantité de recyclage neuronal, donc la facilité avec laquelle les enfants apprennent des objets culturels nouveaux va être dépendante de la quantité de recyclage neuronal, et il va peut-être y avoir même des pertes et pas seulement des gains avec l'éducation, parce que la surface corticale est constante et que, ici, le modèle prédit qu'avec l'éducation, on va envahir des territoires corticaux, ils vont peut-être perdre certaines de leurs capacités préalables. Il peut y avoir généralisation, mais il peut y avoir aussi compétition dans le cortex. Alors, je vous disais, tout ceci peut vous paraître abstrait, on l'a énormément exploré dans le domaine de la lecture. Et je fais juste une diapositive pour vous rappeler que dans le domaine de la lecture, ce modèle est maintenant bien accepté, bien consolidé. L'idée, donc, quand on apprend à lire, on recycle une partie de notre système visuel qui sert à reconnaître des objets, des visages, des lieux, et on recycle une partie de ce cortex pour reconnaître des chaînes de caractères, des lettres. Chez le singe, il y a des régions donc, qui sont spécialisées dans la voie visuelle ventrale ici pour la reconnaissance des objets et des visages. Chez l'homme, une partie de ces régions commence à s'intéresser aux mots écrits, toujours plus ou moins au même endroit. Elle fait partie de la pyramide synaptique préexistante qui permet de reconnaître des objets de façon invariante et nous reconnaissons des mots de façon invariante pour la taille, la police, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les neurones dans ces régions répondent déjà à quelque chose comme un alphabet. Chez le singe, on peut dire qu'il y a déjà une sorte d'alphabet, mais un alphabet de forme qui permet de reconnaître n'importe quel objet. Donc on va trouver par exemple des neurones chez le singe qui répondent à la lettre T. Ce n'est pas la lettre T, mais c'est la jonction en T qui caractérise la jonction entre deux objets, ou le fait qu'un objet soit devant un autre, et donc là ça fait, au niveau des frontières entre ces objets, une forme de T.
On va trouver des neurones qui répondent au L, on va trouver des neurones qui font la différence entre une droite et une courbe, par exemple. Tout ceci préexiste à l'apprentissage de l'alphabet, et en fait, moi je prétends que nous avons adopté ces formes dans nos systèmes d'écriture. Nous sommes partis de cet existant, et plus les alphabets sont compatibles avec ce qui existe déjà dans le système visuel des jeunes enfants et même des primates, plus c'est facile à apprendre, et nous avons finalement sélectionné, par sélection culturelle, nous avons fait évoluer nos caractères pour les rendre le plus compatibles possible avec l'architecture préalable de notre cerveau. Alors en fait, on peut montrer qu'il y a effectivement une évolution des lettres, qu'elles se simplifient progressivement tout en restant compatibles, discriminables et compatibles avec cette architecture du cerveau. Et il y a effectivement une compétition corticale, ça on a pu le montrer dès 2010. Il y a invasion de territoires qui répondent aux objets et aux visages. On voit que les visages sont obligés de se déplacer dans l'hémisphère droit parce que leur croissance est bloquée dans l'hémisphère gauche par l'acquisition de la lecture. Donc chez les personnes qui ont appris à lire, il y a un déplacement des représentations des visages. Et tout récemment, il y a un nouvel article de North et al. Avec Grill-Spector qui montre qu'il y a une vraie décroissance des représentations liées aux membres et peut-être aux mains. Comme si les petits-enfants devaient reconnaître les mains. C'est des travaux très récents, donc ça demande d'être répliqué. Mais la région qui va répondre aux lettres diminue son activation, sa réponse à la vision d'images des mains, qui sont peut-être les premières choses que les petits-enfants voient et qui décroîtraient au fil du temps à mesure qu'on apprend à lire. Et puis, il y a clairement une bonne explication maintenant de la position de l'ère de la forme visuelle des mots, cette réponse visuelle donc aux chaînes de caractères. Bon, c'est surprenant, hein. S'il y avait une telle flexibilité culturelle, pourquoi est-ce que tout le monde ici dans cette salle a la même région à quelques millimètres près qui s'active lorsque vous lisez? C'est une vraie découverte, je pense, de l'imagerie cérébrale. C'est toujours la même région dans l'hémisphère gauche, dans le fond du sillon occipiton-temporal, à quelques millimètres près. Si on zoome, évidemment, ce n'est pas les mêmes patchs de cortex chez une personne et chez une autre, mais grosso modo, c'est toujours la même région. Eh bien, on peut l'expliquer par la connectivité de cette région. Il y a des contraintes de connectivité qui sont présentes dès la naissance. On a pu montrer que chez le bébé, il y a déjà des connexions fonctionnelles de cette région avec les aires du langage, et c'est cette connectivité préexistante qui fait que cette région est sélectionnée pour l'apprentissage de la lecture. Et il y a un papier remarquable de Saijin et collaborateurs avec John Gabrielli et Nancy Kanwisher en 2016 qui montre que si on scanne des enfants de 5 ans avant qu'ils apprennent à lire, en regardant leur connectivité, on peut prédire où va se trouver l'aire de la forme visuelle des mots, où va se situer l'apprentissage de la lecture. Il y a des contraintes connexionnelles qui biaisent l'acquisition d'un objet culturel. Donc personnellement, je considère, j'en ferai peut-être un cours une autre fois pour résumer tout ça, mais le domaine de la lecture est vraiment un domaine dans lequel l'hypothèse du recyclage neuronal est extrêmement bien ancrée. On recycle un bout de cortex pour reconnaître la forme des chaînes de caractères. Alors dans le domaine des graphes, comment est-ce que cette théorie du recyclage neuronal pourrait s'appliquer? Je vous laisse découvrir ce graphe ici à droite, je n'ai pas encore montré, mais c'est un graphe classique, n'est-ce pas? C'est le réchauffement planétaire. Ça s'arrête à 2023. Vous avez la température en fonction des années. Alors, qu'est-ce qui est recyclé? En fait, vous venez d'analyser en quelques secondes des centaines de données, X et Y, avec des couleurs aussi. Votre système visuel comprend un processus graphique absolument extraordinaire, une sorte de GPU, Graphic Processing Unit, exactement comme on a maintenant dans les ordinateurs rapides. Et en fait, ce qu'on fait avec les graphiques, c'est qu'on prend les données de départ et on les place, on les change de format, on les met dans un format qui est tel que vous pouvez utiliser votre GPU. Vous pouvez utiliser votre processeur graphique postérieur ici pour traiter ces données sans vous rendre compte que vous êtes en train de traiter des données numériques, mais votre système visuel est en train de traiter des objets visuels qui ont été formatés pour permettre ce traitement rapide. Donc c'est vraiment comparable à ce qu'on fait aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des cartes graphiques qui ont été conçues par la société NVIDIA, pour ne pas la nommer, et c'était au départ fait pour les jeux vidéo, mais on s'est rendu compte que ces cartes graphiques avaient une capacité de calcul phénoménale. Si on mettait les données dans le bon format matriciel, etc., on pouvait traiter des données quelconques. C'est exactement la même chose qu'on fait avec nos graphiques. Voilà. On prend des données quelconques, ce n'est pas forcément des positions, des couleurs, c'est des valeurs abstraites, et on les met dans le format qui permet d'utiliser notre carte graphique interne. Alors pourquoi ça marche? D'abord parce que nous avons un traitement parallèle de toute la scène visuelle.
La première fois que vous avez vu ce graphe, vous avez immédiatement perçu son organisation générale avec cette courbe ici accélérée. Vous êtes capable de percevoir le squelette des formes. On en reparlera dans le cours numéro 4, mais vous avez perçu que ces points sont organisés suivant une courbe ici. Vous êtes capable de considérer cet ensemble de points comme un seul objet et de voir sa courbure ou au contraire le fait qu'il soit rectiligne. Vous êtes aussi capable de faire des correspondances entre les nombres et l'espace. Alors ce sera l'objet du prochain cours. C'est un phénomène remarquable. Nous avons déjà, et y compris avant l'espèce humaine, l'idée que les nombres, les grandeurs sont comme un espace. Il y a une correspondance entre les nombres et l'espace, entre les grandeurs et l'espace, qui est une idée intuitive, en fait, déjà codée dans notre cerveau et que nous recyclons lorsque nous pratiquons des graphiques. Et c'est vraiment une correspondance particulière avec l'espace qui explique que l'espace joue un rôle particulier. On peut utiliser la couleur ou la texture pour passer des informations quantitatives, mais ça marche moins bien. Et ici, vous voyez, la couleur est utilisée, mais pas pour passer des informations quantitatives, juste pour séparer certains ensembles de données. Voilà. Alors, justement, ça, c'est un autre aspect des graphiques. Nous avons la capacité de prêter l'attention à tel ou tel aspect des données, et il y a une attention qui est guidée par les traits, les features visuels des données. Donc, par exemple, la couleur, vous êtes capable d'attirer l'attention spécifiquement sur cet ensemble de données ou sur cet autre. Et vous avez aussi l'attention orientée vers les objets, par exemple les légendes. Vous pouvez faire attention à tous ces mots comme un seul objet visuel, une phrase qui commente les données ici en couleur. La grammaire de la vision nous permet d'analyser, de parser, au sens anglais du terme, et donc de prendre ce qui est au départ une image, des pixels si on veut, sur votre rétine, et de créer un objet hiérarchique, organisé, dans lequel vous percevez des axes, des données, des légendes, etc. Tout ceci est donné à l'avance et évidemment est raffiné par l'éducation graphique. Alors si nécessaire, on peut déployer des routines sérielles. Vous pouvez faire attention à chacun de ces points, vous pouvez dire tiens, il y a peut-être des anomalies là dans les mesures, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais le principal travail des graphiques, c'est de faire travailler votre traitement parallèle des données. Et c'est, je dirais, une distinction fondamentale dans le système visuel, cette distinction entre traitement sériel et parallèle. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a énormément de travaux là-dessus. C'est surtout les travaux d'Ayn Trassman, qui était l'épouse de Daniel Kahneman, qui a ensuite parlé de système 1, système 2. C'est sûrement une distinction que vous connaissez. Donc système 1, traitement extrêmement efficace, extrêmement parallèle, rapide, faisant appel au traitement parallèle dans le système nerveux. Et puis système 2, qui intervient de façon sérielle, réfléchie, consciente. On essaye, dans le cas des graphiques, de minimiser l'appel au système 2 pour maximiser l'appel au système 1. Alors je voulais juste en faire une démonstration ici, j'espère qu'on a le temps. Vous avez un très joli d'ailleurs site web de Michael Barr ici, je laisserai la référence dans les diapos. Ici, je pense que vous avez perçu immédiatement qu'il y a un objet différent des autres, n'est-ce pas? Il n'a pas la même orientation que les autres, il est orienté à 45 degrés des autres. 45 degrés, ça veut dire qu'il est le seul à avoir des barres en diagonale, et c'est très facile de voir qu'il est différent des autres. C'est ce qu'on appelle pop-out. Le traitement parallèle vous permet de voir où il se trouve. Alors on va voir, ça va s'arrêter, j'espère. Allô, allô. On va peut-être relancer la chose. Voilà. Lorsque ça s'arrête, vous n'avez aucune difficulté à percevoir immédiatement où se trouve l'objet qui est différent des autres. Ça, c'est le traitement parallèle qui est rendu possible par tous ces processeurs parallèles qui attirent votre attention sur l'objet différent. Maintenant, je vais changer ici l'orientation de la cible et essayer de la trouver. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Ici, c'est une démonstration informelle. Ce qu'on fait en laboratoire, c'est qu'on mesure le temps que vous mettez à trouver la cible en fonction du nombre d'objets total. Et là, on verra que c'est proportionnel au nombre d'objets total. Autrement dit, vous êtes obligé d'analyser la scène et vous prenez un temps qui est proportionnel au nombre d'objets. D'accord. Pourtant, il est complètement différent. À la limite, il est plus différent, n'est-ce pas? 180 degrés. Mais les traits élémentaires, ici, sont les mêmes. Et c'est simplement la configuration des barres qui a changé, et ça suffit à rendre le système visuel essentiellement inopérant. Il faut maintenant se servir de votre attention sérielle pour arriver à détecter l'intrus. Donc cette distinction sérielle-parallèle est absolument fondamentale dans le système visuel, et moi je pense que le but principal des graphiques, c'est de maximiser le traitement parallèle, préattentif, et de minimiser la nécessité de faire une recherche sérielle.
Voilà un exemple qui montre que ça dépend un petit peu de la question qu'on pose. Ce n'est pas un très bon graphique. Vous voyez qu'il y a des gens ici avec des scores et chacun a 2 barres. D'accord ? Et je vous pose 2 questions. Quel est l'étudiant qui a le score maximal? Bon, paf, vous l'avez trouvé. C'est lui. Okay. Ça, c'est facile. C'est une opération dans laquelle vous pouvez guider votre attention très facilement par l'organisation du graphique. Maintenant, quel est l'étudiant qui a un score au test qui est plus élevé au premier test qu'au deuxième? Là, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien en partie parce que le graphique est mal conçu. Il n'a que des barres noires et vous êtes obligé de déployer votre attention sérielle. Et je pense que vous avez trouvé Steve là. J'aurais pu rendre votre tâche beaucoup plus facile si j'avais conçu le graphique autrement. Si par exemple l'orientation des barres ici était utilisée pour montrer qu'il y a une seule barre qui descend. Et pourquoi pas la mettre dans une couleur différente. Là, ça aurait permis un pop-out immédiat avec une légende appropriée qui dirait quand c'est rouge ça monte, quand c'est vert ça descend. Donc, vous voyez que la conception du graphique doit être faite pour optimiser la capacité de traitement parallèle rapide. C'est là que le design graphique va jouer un rôle majeur. Alors, continuons dans notre exploration du rôle de l'attention dans la perception des graphiques. Je vais vous montrer des graphiques et vous devez porter votre attention sur les croix bleu foncé, parce que c'est elles qui portent les données. Hein, et je vais vous demander de déterminer si les croix bleues ont une tendance qui monte dans le graphique ou qui descend dans le graphique. D'accord ? Et pour rendre la chose un peu plus difficile, je vais flasher le graphique sur l'écran. Alors faites très attention. Il va apparaître ici à gauche d'abord, puis je vais me présenter plusieurs successivement ici. Donc faites attention ici. Regardez les croix bleues. Alors ça monte ou ça descend? C'est pas très facile. Maintenant que vous avez une idée de ce que vous allez voir, je vais le représenter. Ça monte. Vous êtes d'accord? Vous avez vu? Pas trop? Regardez bien, regardez bien. Je vous montre un deuxième. Ça descend. C'est quand même intéressant, beaucoup d'entre vous y arrivent. On arrive à sélectionner par l'attention les croix bleues et à partir de là, apercevoir la tendance générale en 2 étapes extrêmement rapides. Hein. Je flash la chose sur l'écran. Essayez encore, je vais vous présenter un 3e graphe. Bon, ça monte peut-être, pas très facile. Un 4e graphe. Alors, vous avez perçu, ça descend là. Hein. Et le dinosaure? Alors, c'est exactement comme la démonstration classique du gorille. Hein. C'est un article publié, j'ai rien inventé. Hein. C'est un article de Franck Connery et collaborateurs qui travaillent beaucoup sur les graphiques. Le point clé ici, c'est qu'en faisant attention à une dimension, vous ne percevez pas d'autres dimensions pourtant complètement évidentes du graphique. Ils ont vérifié que la majorité des participants ne voient pas le dinosaure, mais peuvent le voir dans la condition de contrôle lorsqu'on ne distrait pas leur attention vers un graphique particulier. Donc ça montre à la fois la puissance de sélection de l'attention, mais aussi le danger. Hein. Vous pouvez très bien ne rien voir parce que vous ne faites pas attention à la bonne direction. Donc l'attention est un filtre extrêmement puissant, à la fois positif et négatif. Ne supposez pas que les gens voient ce que vous voyez. Là, je m'adresse aussi aux enseignants ici, parce que je pense que c'est absolument clé. Parce que nous avons appris à voir, nous voyons, en tant qu'adultes, des choses que les enfants ne voient pas. Et peut-être vice-versa. Donc, nous ne pouvons pas supposer que ce que nous voyons, qui nous paraît évident, c'est évident pour d'autres personnes que nous. Il faut guider l'attention, et c'est là qu'on arrive à l'idée d'enseignement explicite. Hein. Il faut guider l'attention de façon explicite vers les traits que nous souhaitons que les enfants apprennent ou que les enfants voient. Voilà. Et au passage, cette expérience est compatible, on en reparlera, avec l'idée que la perception graphique implique une voie dorsale qui est impliquée dans la perception des tendances générales, de l'orientation, et que ça inhibe peut-être la perception des formes dans la voie ventrale. C'est une hypothèse, hein, mais c'est compatible avec cette idée. On ne fait pas attention à la forme des objets verts ici, on ne les voit pas comme un visage. C'est la dernière chose à laquelle on s'attend à voir, c'est un visage ici. Hein. Mais il y a peut-être justement dans l'éducation, on en reparlera dans le dernier cours, un changement important qui se produit. On cesse de traiter ces graphiques comme des images. Ce ne sont plus des images qui rentrent dans la voie ventrale, ce sont des ensembles de données. On ne peut plus les voir comme des images à proprement parler.
Alors, la supériorité graphique est explorée actuellement au laboratoire. Je voudrais citer en particulier le travail de Lorenzo Ciccione et le remercier au passage parce qu'il m'a énormément aidé à préparer ce cours aujourd'hui. L'idée qu'il a développée, c'est qu'il n'y a peut-être pas seulement l'étape perceptive, mais aussi l'étape de mémoire qui est importante dans le cas des graphiques. Lorsqu'il y a beaucoup de données, c'est certain que l'étape perceptive est clé. On ne pourrait jamais percevoir autant de données, quelques centaines de points dans une table. Même 10 points tout à l'heure, vous avez vu, c'était beaucoup trop difficile dans une table. Mais il y a encore beaucoup de questions ouvertes. Est-ce que pour un tout petit nombre de points, ça serait encore le cas, qu'on ait une supériorité des graphiques? Le livre de Tofty est très clair là-dessus, il dit non. S'il y a 4 points, ce n'est pas la peine de faire un graphique parce que vous devez maximiser l'usage de l'encre. Vous vous souvenez, le rapport entre les données et l'encre. Et s'il y a 4 points, autant les mettre dans le texte. Voilà. Est-ce que c'est vrai? C'est peut-être faux parce que la capacité de se souvenir des données peut être meilleure sous un format graphique. Je voulais vous montrer, je pense qu'on a encore le temps aussi, et puis c'est mémorable, peut-être pour les plus âgés d'entre nous, on se souvient tous du film d'Al Gore, mais pour les plus jeunes, peut-être vous ne l'avez pas vu, et ça vaut la peine de le voir pour avoir une idée vraiment d'un graphique mémorable. C'est dans Une vérité qui dérange, 2006. J'en profite pour parler du changement climatique, parce qu'on sait tous à quel point c'est important. Hein. Et Al Gore explique, dans ce film ici, la relation entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la température. Alors, il a un graphe assez massif. Hein. Donc ça, c'est la courbe de CO2, et ça, c'est la température, sur quelques centaines de milliers d'années. On voit bien la corrélation ici hein, entre les deux ensembles de données. Is the difference between a nice day and having a mile of ice over your head. Voilà. Ça, c'était la glaciation hein, il y a 20 000, 30 000 ans. When you look at this fact, alors, regardez comment il présente les données. Carbon dioxide, having never gone above 300 parts per million, here is where CO2 is now. Jusque-là, on voyait les fluctuations naturelles des données, hein, et maintenant on voit l'étape industrielle. Now, if you'll bear with me, I want to really emphasize this point. The crew here has tried to teach me how to use this contraption. Il est très malin et vous allez voir qu'on ne peut plus oublier ce graphique après. It's already right here. Look how far above the natural cycle this is, and we've done that. But ladies and gentlemen, in the next 50 years, really in less than 50 years, it's going to continue to go up. When some of these children who are here are my age, here's what it's going to be in less than 50 years. Il est malin, hein, c'est vraiment... You've heard of off the charts. Off the charts. Ça sort du graphique. Less than 50 years, it'll be here. Ouais. Bon, c'était en 2006, donc on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça prend cette direction-là quand même. Hein. Voilà. Alors, j'utilise cet exemple simplement pour vous dire que lorsque le graphique est bien fait, il n'y a peut-être pas besoin forcément d'avoir un chariot élévateur, mais quand le graphique est bien fait, il est mémorable. Voilà. C'est la question qu'on a voulu poser, que Lorenzo a voulu poser dans sa manip. Est-ce qu'on peut, même à capacité de perception égale, montrer que les graphiques ont une supériorité sur les textes ou sur les tables, sur le plan de la mémoire? Alors, Lorenzo a créé une situation où des étudiants sont testés de façon abrupte, sans les prévenir. On leur donne un petit livre dans lequel il y a des textes à lire ou des graphiques à regarder. Et il y a 4 formats de présentation des mêmes données. Il y a un format de texte que je vous laisse lire ici, qui parle par exemple de la consommation de pain en France depuis 1970. La consommation individuelle quotidienne moyenne de pain en France a diminué depuis les années 70. En 70, elle est de 184, elle est passée en 72, 160, etc., etc. On demande aux étudiants de lire ça pendant, je crois, 1 minute ou 2 minutes. Ensuite, on a une présentation sous forme de table des mêmes données. C'est un petit peu plus facile à lire ici. Une présentation sous forme de graphique, vous voyez, consommation de pain en fonction des années, et une présentation
trompeuse, qui était là pour vérifier qu'on est capable de mesurer les choses. L'échelle est fausse ici, elle est fausse, elle est appropriée, elle est correcte, mais elle est inappropriée pour la tendance graphique. Ici, elle donne l'impression que c'est presque plat, alors qu'en fait, il y a une vraie décroissance si l'échelle est correcte. Et on demande à ces étudiants d'étudier ces données, et puis sans leur dire, 2 heures après, on les teste pour savoir ce dont ils se souviennent. On ne les a pas prévenus que c'était une tâche de mémoire, et on leur donne une phrase qui dit telle variable a cru, telle variable a décru, telle variable a stagné ou telle variable a un pic. Et ils doivent choisir lequel des 4 choix possibles était le bon. L'astuce qui est sympathique, c'est que la phrase correcte, c'est exactement la phrase qu'ils ont lue dans le texte. Donc s'ils avaient une bonne mémoire du texte, ils devraient trouver la réponse facilement. La consommation individuelle quotidienne moyenne de pain en France a diminué depuis les années 70. C'était littéralement dans le texte, alors que ça n'est pas littéralement dans le graphique, mais le graphique illustre cette chose-là. Alors, on a aussi un groupe à court terme pour vérifier s'il y a des différences à court terme. L'idée, c'était de se placer dans des conditions où l'encodage est très similaire dans les différents groupes. Et on leur demande la même question, et puis aussi des questions sur l'étendue des variations de la variable en Y et une valeur spécifique pour une année donnée, par exemple. Il y a plusieurs tests, pas seulement sur la consommation de pain. Il y en a 4, je crois, sur 4 sujets différents. Alors, voilà les résultats. Au bout de 2 heures, la mémoire de la tendance générale du graphique est bien meilleure que tous les autres formats de présentation. Évidemment, lorsque le graphique est trompeur, les gens se trompent, mais surtout, il y a une supériorité des graphiques sur le texte, alors même que la question est posée verbalement et que la réponse était littéralement dans le texte. Ça ne change rien, on ne se souvient pas littéralement des choses et on se souvient mieux du sens des choses, de ce que les Anglais appellent le gist, le fond des choses, lorsqu'on a eu une présentation graphique. Ce sont des effets énormes, entre, disons, 8% ici, peut-être 7% versus presque 30%, donc un facteur 4 de taux d'erreur, simplement parce qu'on a eu la présentation sous forme de texte plutôt que de graphique. Alors, ce n'est pas le cas en mémoire immédiate. Il y a des variations. L'axe trompeur vous trompe dès le départ, mais par contre, la différence entre graphique et texte, ici, n'est pas significative en mémoire immédiate. Donc, la perception immédiate de 4 points de données peut être bonne dans un texte, elle n'est pas trop mauvaise en tout cas, mais en mémoire, c'est complètement différent. C'est la même chose d'ailleurs pour des valeurs numériques précises. Vous voyez qu'ici, par exemple, pour une valeur numérique précise, en fait, les sujets ne sont pas mauvais avec le graphe qu'ils viennent de voir et avec le texte et avec la table. Il est probable que si on testait la valeur numérique exacte, les sujets seraient meilleurs avec une présentation tabulaire, parce que le graphique ne donne jamais qu'une information approximative. Mais pour ce qui est vraiment du sens des choses, le sens de la variation, le graphique est meilleur en mémoire. Alors, c'est un sujet qui est débattu dans la littérature. Est-ce qu'un graphique est toujours meilleur que des mots? On voit ici au passage que Tufte avait tort. Donc, même pour 4 points de données, c'est pas mal de présenter une information graphique parce que c'est plus mémorable, c'est plus saillant. Koslin, dans son livre de 2006, qui s'appelle Graph Design for the Eye and Mind, analyse les données et il insiste sur le fait que ça dépend quand même pas mal de la tâche. Mais si la tâche est la perception du rang des données, de l'ordinalité des données, de la position relative des données, alors le graphique est supérieur. Donc c'est vraiment les tendances générales, les courbes générales pour lesquelles il y a une supériorité du graphique. S'il s'agit de déterminer une valeur absolue, alors la table peut être aussi bonne. C'est la même chose dans beaucoup de données ici. Dans Spence et Lewandowski, par exemple, je vais parler du travail de Spence dans un instant. Les valeurs relatives sont mieux perçues sous forme de graphique, même s'il y a très peu de nombres, et contrairement donc à Tufte dans son livre. Dans un contexte de décision, et la décision souvent doit être prise sur la base de grandes tendances plutôt que de valeurs numériques à la décimale près, dans un contexte de prise de décision, les graphiques sont plus utiles que les tables. Les graphiques réduisent la quantité d'efforts, de recherche en particulier, et de reconnaissance. Il y a un point important. Il y a des recherches qui montrent une supériorité des tables ou une égalité entre les tables et les graphiques, mais ils le font dans des données aléatoires. Et ces recherches ici de Meyer, Chameau et Goffer montrent que c'est seulement lorsque les graphiques ont une vraie tendance, plutôt que les données ont une vraie tendance, qu'il y a une supériorité des graphiques. Donc c'est important d'un point de vue méthodologique. On a envie peut-être de prendre des données aléatoires pour rendre les choses plus propres sur le plan méthodologique. Ce n'est pas une bonne idée. La supériorité des graphiques est meilleure lorsque les données sont réelles et qu'elles sont organisées de point de vue non aléatoire. Voilà. Les graphiques sont utiles pour prédire les événements futurs. Les graphiques
sont importants lorsqu'ils arrivent à souligner et à attirer l'attention sur les aspects pertinents des données. À ce moment-là, ils sont plus utiles que des tables. Voilà. Autrement dit, c'est vraiment lorsque les relations sont les choses pertinentes, la question qui est posée, c'est les relations entre les données, et que ces relations sont mises en valeur par le graphique, dans un graphique non aléatoire, qu'on peut arriver à ce moment-là à une supériorité évidente et graphique. Et ça veut dire aussi qu'il y a évidemment une dépendance de la qualité du design. Hein. Le design joue un rôle clé dans cette affaire. Alors, on peut au passage continuer de critiquer Tufte, qui vous fait un certain nombre de propositions très belles. C'est un livre magnifique, hein, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas lire ce livre, mais il fait des propositions qui demandent à être testées sur le plan des sciences cognitives. Et certaines sont fausses. Alors, je vous avais donné cette idée hein, qui est belle aussi, qu'il faut essayer, un petit peu dans l'idée de less is more, il faut essayer de minimiser le nombre d'objets graphiques pour communiquer certaines données. Autrement dit, il faut maximiser le rapport entre les données et l'encre utilisée pour afficher ces données. Et Koslin dit que c'est souvent pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai, et il faut tenir compte du fait qu'il y a une question particulière qu'on va poser au graphique. Alors du côté des données, ce n'est pas toujours une bonne idée de maximiser les données, parce que la règle de Tufte voudrait dire qu'il faut toujours maximiser le nombre de données qu'on présente. Ça n'est pas vrai. Il faut au contraire choisir très soigneusement les données qu'on veut présenter, pas mettre trop de données sur un graphique. Il peut y avoir des exceptions, mais en fait, ça dépend de l'acte de communication que l'on cherche à réaliser par le biais du graphique. Autrement dit, de la question qui va être posée de l'utilisateur du graphique. Si c'est un graphique de communication, on cherche à véhiculer une information particulière, comme le fait Al Gore dans son graphe, par exemple, eh bien, il faut très soigneusement choisir ce qu'on présente. Ce n'est pas la peine de présenter 10 courbes si on veut juste présenter la relation entre CO2 et température, par exemple. Donc, choisir soigneusement ces données et pas forcément maximiser la quantité de données qui est présentée sur le graphe. Et puis, on peut quand même distinguer là différentes sortes de graphiques. Je vous avais montré dans le cours précédent des graphiques géographiques dans lesquels on présente une carte. Dans ce cas-là, l'usage est extrêmement vaste. On ne peut pas prédire à l'avance la question qui va être posée par le sujet sur la carte. C'est utile à ce moment-là de densifier au maximum les graphiques. Donc ça dépend de ce que l'utilisateur va faire finalement du graphique. On peut évoquer ici la théorie de la pertinence de Dan Sperber. Il faut que le graphique, qui est un geste de communication, soit pertinent pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il réponde aux attentes de l'utilisateur et que aussi bien l'utilisateur que le designer tiennent compte de l'état d'esprit de l'autre. Sur le côté de l'encre, Koslin analyse aussi donc, cette idée qu'il faut minimiser l'encre pour présenter certaines données, et il montre que c'est faux. En fait, c'est parfois utile d'ajouter des éléments, par exemple pour créer des symétries, pour créer des groupements, pour respecter les règles de la Gestalt qui permettent d'assembler plusieurs éléments et de percevoir, par exemple, qu'il s'agit d'un seul objet conceptuel. Par exemple, ça peut être une bonne idée de rajouter de l'encre pour encadrer une partie des données, ou pour encadrer une légende. Ça peut être utile d'ailleurs de rajouter une légende, ou de rajouter une flèche pour attirer l'attention sur tel ou tel endroit. Donc là encore, ça peut être utile de rajouter de l'encre pour aider le lecteur, et ce n'est pas forcément une bonne idée de minimiser. Voilà. On va voir, il parle des données de Spence ici, qui dit que parfois c'est mieux d'avoir une barre complète, par exemple, que d'avoir juste une ligne ou un point. C'est vrai que ça peut être plus saillant pour le lecteur. Alors, je vais passer peut-être rapidement, mais vous allez trouver dans la littérature et sur les sites web des principes de design graphique qui reprennent en partie ces idées cognitives et qui s'appuient sur des données de sciences cognitives. On trouve par exemple cette idée de accent de Michael Friendly, qui était aussi un très bon historien des graphiques. Hein. Je recommande vivement son site web. Et là, accent, c'est une acronyme pour appréhension, la capacité de percevoir rapidement les relations entre les variables, clarté, la capacité de distinguer rapidement les éléments du graphique, cohérence, consistance, la capacité de rappeler, d'évoquer des graphes similaires qu'on a perçus par le passé, efficacité, la relation la plus simple possible des données, nécessité, qui rejoint l'idée de Tufte, hein, est-ce que tous les éléments du graphique sont nécessaires ou bien est-ce qu'on peut en enlever, et puis véracité,
qui rejoint aussi l'idée de Tofty éthique des graphiques. Est-ce que, par exemple, les variations dans les données sont fidèlement reflétées par des variations dans les graphiques, ou bien est-ce qu'il y a un facteur de mensonge? Vous vous souvenez peut-être du cours précédent. Alors, il y a beaucoup de données de sciences cognitives qui sont pertinentes ici et qui sont souvent utilisées dans les livres de design graphique, à plus ou moins bon escient, je crois. Je me suis appuyé sur un livre relativement récent, qui est un textbook pour les étudiants, qui s'appelle Visualization, Analysis and Design, donc c'est ce qu'on appelle data viz, la visualisation des données. Et là, Munzner montre ce diagramme qui ordonne les paramètres de Bertin en fonction de leur efficacité pour faire passer des informations sur les grandeurs numériques ou sur l'identité, par exemple, d'un pays ou d'un autre, etc. Et toujours, en tête de cette échelle, il y a la position. La position est la variable clé qui permet de faire passer les informations graphiques sous la forme la plus précise possible. Pourquoi? Eh bien, en partie parce qu'il y a cette loi de Stevens qui relie la sensation perçue à l'intensité physique de variation d'un stimulus. Et si on veut percevoir des nombres correctement, il faudrait qu'il y ait une relation de 1 à 1, c'est-à-dire qu'un changement d'intensité physique se traduise par un changement de sensation perçue qui soit rigoureusement proportionnel. Or, ce que Stevens a montré, déjà il y a longtemps, dans les années 50 et 60, c'est que la sensation suit une loi de puissance de l'intensité. C'est facile à comprendre, par exemple, si vous recevez un choc électrique, là vous voyez que la courbe est très non linéaire ici, c'est-à-dire que vous augmentez un petit peu le choc électrique et la sensation est infiniment plus grande. Donc la loi de puissance ici est très élevée. Donc ce ne serait pas une bonne idée, on ne le fait pas, d'avoir des graphiques fondés sur des chocs électriques. Bon. Mais prenez la surface, par exemple. Ici, la surface a un exposant en dessous de 1. Ça veut dire que si on augmente la surface, on a tendance à penser que les quantités correspondantes ne sont pas augmentées autant. C'est parce qu'on est influencé par la longueur et que voilà, les deux paramètres interfèrent les uns avec les autres, probablement. Donc chaque variation perceptive a son exposant de Stevens, et il est remarquable que la longueur a un exposant très proche de 1, autrement dit très fidèle dans la représentation des grandeurs. Alors on trouve aussi d'autres graphiques qui tiennent compte d'autres paramètres. Un autre paramètre, c'est la précision avec laquelle on véhicule les données. Est-ce qu'on est capable de distinguer deux points très proches de données et dire « Ah, ce n'est pas la même valeur numérique ». Mais vous savez très bien que la position, là, joue un rôle clé. On est capable vraiment de voir des choses très fines dans un graphe qui joue sur la position, alors que, par exemple, sur la couleur, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Alors ici, il y a toutes sortes de paramètres qui sont comparés. Ça, ce sont les résultats déjà anciens d'un article de Cleveland et McGill en 1985. Il y a un article dans Science, d'ailleurs, qui résume leurs résultats. Et puis ici, des données plus récentes qui ont été obtenues par Munzner. Vous voyez que c'est très utile d'utiliser la position avec un alignement des données. Il faut que les données soient bien alignées les unes avec les autres, de sorte qu'on puisse utiliser leur position relative, et on est très fin à ce moment-là dans notre système visuel, et puis avec des échelles qui nous donnent les valeurs numériques correspondantes. Mais on peut aussi utiliser les angles, mais on aura une perception bien moins précise des angles. On peut utiliser la surface de cercle, mais ça va être encore moins précis, etc., etc. Donc les surfaces sont moins bonnes que les positions lorsque vous devez concevoir un graphique. Un troisième paramètre clé lorsque vous concevez un graphique, c'est la discriminabilité. Est-ce qu'on va être capable de distinguer des valeurs différentes? Et là, vous voyez que, par exemple, si on veut utiliser l'épaisseur des lignes, pourquoi pas, c'est aussi une information spatiale, hein, mais on ne va pas pouvoir aller très loin parce qu'elles vont cesser d'être discriminables les unes des autres. Donc ça va être une dimension qui est finalement peu utilisée dans les graphiques parce qu'il y a peu de points discriminables, alors que la position en X et en Y a plein de points discriminables. Quatrième variable cognitive qui est d'intérêt, c'est la séparabilité des canaux. C'est facile à comprendre, vous allez vouloir passer plusieurs colonnes de données dans des canaux perceptifs différents, la position, la couleur, la taille des objets. Et vous souhaitez que le lecteur ne mélange pas ces colonnes de données, qu'il arrive à les séparer, qu'il puisse faire attention à la variable en X sans se laisser avoir par la variation en Y. Eh bien, il y a certaines variables perceptives qui sont parfaitement séparables. C'est le cas des variables de position en X et en Y. C'est le cas aussi de la couleur, qui est assez séparable de la position. Mais il y a d'autres variables qui sont beaucoup plus difficiles à séparer les unes des autres. Par exemple, si vous créez un graphe dans lequel on utilise des ellipses et la dimension en X de l'ellipse
ici, véhicule un type de données et la dimension en Y véhicule un autre type de données, eh bien, le lecteur va avoir énormément de mal à séparer les deux variables et à ne pas se laisser influencer par une variable lorsqu'il lit l'autre. Et le pire, c'est la couleur. Et donc, vous savez, parfois, on utilise des graphiques, c'est tentant de le faire, on l'a fait dans le labo. On utilise les dimensions RGB, Red, Green and Blue, pour créer une seule couleur, mais en fait avoir 3 dimensions de variation. Potentiellement, vous avez 3 dimensions de variation dans la couleur, le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Et on peut penser que vous pourriez faire passer 3 valeurs de données. Effectivement, dans un écran RGB, il y a 3 valeurs. Il faut 3 valeurs pour afficher une couleur. Mais si vous essayez d'utiliser ça pour faire passer 3 données différentes, ça ne marche pas du tout. Le lecteur n'arrive pas à séparer, il n'arrive pas à analyser le canal vert en négligeant le canal rouge ou le canal bleu. Donc ça n'est pas séparable. Cette séparabilité est une propriété extrêmement importante pour le lecteur. Alors, il y a encore beaucoup de données là-dessus, mais on arrive au bout de ce cours. On ne peut pas ne pas mentionner le travail de Spence en 1990, qui, là encore, fait vraiment une sorte de psychophysique de la perception des graphes, avec toutes sortes de dimensions, soit sous forme de table, sous forme de barres, sous forme de lignes verticales, horizontales, sous forme de disques ou d'ellipses, et sous forme d'objets tridimensionnels. Et il pose une question tout à fait spécifique, qui est la perception des proportions. Voilà. Par exemple, ici, vous avez 2 barres et vous devez placer un curseur pour dire quelle est la proportion de la barre 1 par rapport à la barre 2, donc, par rapport au total, pardon. Donc ici, vous allez dire cette barre-là est à peu près à 30% du total des 2 barres. Ça peut être utile, ça peut être une des questions qu'on pose à un graphe. Quelle est la proportion qui est évoquée par ces barres ici? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite théorie. Si on pense qu'il y a la loi de Stevens, dont je viens de vous parler, la sensation est une fonction puissance de la variable réelle, physique, eh bien, on devrait prédire que la position du sujet est déterminée par cette équation qui met en fait la sensation sur la somme des 2 sensations des 2 barres en question ici. Et c'est effectivement ce qu'on trouve dans les données. Il y a cette espèce de courbe particulière qui est le résultat de cette prédiction sur la base de l'équation de Stevens ici. Et plus les données sont sur la diagonale ici, meilleure est la perception, plus l'exposant est proche de 1. Un exposant de 1, ça serait des données qui sont rigoureusement sur la diagonale ici, ça veut dire une très bonne perception des proportions. Et dans cet article de Spence, voilà les résultats, qui sont un petit peu surprenants. D'abord, tous les exposants sont proches de 1. Donc on n'est pas mauvais du tout dans toutes ces différentes manières de présenter l'information pour percevoir les proportions, y compris sur les camemberts. Les camemberts ont mauvaise presse dans les données, dans la science des données, mais dans ce contexte particulier, la perception des proportions, les angles ne sont pas mauvais finalement. Et puis, autre chose qui est surprenante et qui encore va contre Tufte, la perception de données en 2D ou en 3D peut aider dans ce contexte particulier. On a vu, je reviens en arrière, que donc, les barres en 3D ici peuvent aider à percevoir les proportions par rapport à des simples lignes. C'est plus difficile à percevoir. Ça va assez bien avec cette idée de recyclage neuronal. On perçoit des objets plus facilement que des barres abstraites. Et il est possible aussi que ça rende le graphique plus attrayant, plus saillant quelque part pour le sujet. Alors cela dit, dans Munzner, et j'ai aussi cité cet article de Franco Neri, si le sujet vous intéresse, je vous le recommande très vivement, The Science of Visual Data Communication, What Works, dans cette revue très intéressante, Psychological Science for the Public Interest, qui fait des synthèses de données de sciences cognitives pour le public. L'idée de la 3D est très vivement critiquée et je pense à raison. C'est vraiment dans des contextes très particuliers qu'on a le droit d'utiliser la 3D dans des graphiques. Ici, par exemple, vous avez un graphique de 3D qui est très mauvais, désolé. Il est peut-être attrayant, et c'est peut-être le seul but d'ailleurs dans un rapport de dépenses par département de faire quelque chose d'attrayant, de joli. Mais si on veut vraiment analyser ces données, il faut rappeler d'abord que tout commence par une perception sur le plan de la page et que le reste, la 3D, c'est une inférence. Et l'inférence n'est pas très bonne, c'est très difficile d'inférer quelle est la hauteur de cette barre et où est-ce qu'elle se trouve par rapport à l'axe des Y ici. Et puis, il y a un problème d'occlusion. Elles sont où ces données-là? On les voit à peine, elles sont cachées par la 3D, alors qu'on les verrait beaucoup mieux sur un graphique normal avec des lignes. Et la perception de la perspective peut vraiment déformer la perception des données. Donc ça, c'est une première recommandation de Munzner et de Franco Neri. N'utilisez pas la 3D, pratiquement jamais en fait.
évitez la 3D. Éventuellement, faites de la 2D avec des barres, mais pas de la 3D. Deuxième recommandation, les yeux sont mieux que la mémoire. Donc essayez de limiter au maximum l'appel à la mémoire. Rendez l'information explicite, rendez-la visible, parce que les yeux perçoivent rapidement les choses, et évitez d'avoir par exemple une légende qui est loin ou une légende qui est dans la légende de la figure sous forme de texte, et alors qu'il faut sans cesse faire des allers-retours entre ce qu'on lit et le graphique. Ça, c'est très mauvais. Voilà. Tufte recommande de mettre la légende rigoureusement en regard de la courbe, sans qu'on ait besoin de faire le moindre appel de référence ou quoi que ce soit avec une légende qui est séparée. Non, si les mots peuvent être à côté de la courbe, c'est parfait. Éviter le problème qu'on appelle change blindness, c'est-à-dire la cécité au changement, qui fait qu'on a beaucoup de mal à comparer deux graphiques s'il y a juste un élément qui change. On ne trouve pas facilement où se trouve la différence. Vous connaissez le jeu des 7 différences, il ne faut pas que la perception des graphiques ressemble au jeu des 7 différences. C'est difficile à trouver. À ce moment-là, il faut mettre une flèche pour dire à l'utilisateur, voilà où se trouvent les informations pertinentes pour l'aider, pour le guider. Évitez les acronymes pour la même raison. Et de manière générale, reposez-vous sur la perception, sur les sciences cognitives de la perception. Il y a énormément de sciences cognitives de la perception. Je ne dirais pas que c'est un domaine achevé, loin de là, hein, on ne connaît pas tout, mais enfin on en connaît déjà pas mal quand même pour vous aider à savoir quelle est la bonne manière de présenter les informations graphiques. Et ici, j'en profite pour mentionner un article récent, très intéressant, sur la perception de la couleur. La couleur est souvent très mal utilisée dans les graphiques contemporains. Énormément de graphiques utilisent cette échelle qu'on appelle JET. Et vous voyez que si on utilise JET, on n'est pas capable de reconnaître les objets ici. Ça n'est pas une bonne échelle. Ce n'est pas une bonne échelle non plus pour les personnes qui ont des problèmes de perception de la couleur, qui sont assez fréquents dans la population. Donc il faut y penser. Et les auteurs ici donnent toute une série de recommandations, et vous pouvez même télécharger des échelles de couleurs qui sont beaucoup plus appropriées pour faire passer des données quantitatives. Ça dépend bien sûr aussi des données que vous cherchez à faire passer, mais souvent, ces échelles de couleurs sont plus utiles et sont utiles pour plus de lecteurs, en pensant à la diversité des lecteurs et aux troubles de la perception de la couleur. Et puis, je termine avec une dernière obsession qui est la mienne, et que je n'ai pas trouvée dans la littérature, mais que je trouve extrêmement importante. Enfin, c'est un détail aussi, hein, mais n'utilisez pas d'écriture verticale dans les graphiques, parce qu'après on voit des gens qui font comme ça pour aller lire les données. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne idée d'utiliser une écriture verticale? Eh bien, avec Laurent Cohen et avec Fabien Vinquier, comme on a beaucoup travaillé sur la lecture, on a, je pense, une fois pour toutes, montré dans cet article que lorsque les mots sont verticaux, on n'arrive plus à les lire. Le système visuel a une certaine invariance pour l'orientation des mots, dans un intervalle d'à peu près 40 degrés. On tolère que les mots ne soient pas parfaitement horizontaux, mais ça se dégrade terriblement lorsque le mot devient vertical. On a fait des mesures de temps de réaction pour la dégradation des mots. Vous voyez ici des mots, donc dans l'expérience, on faisait tourner le mot jusqu'à ce qu'il devienne vertical. On espaçait aussi les lettres du mot et on changeait la position du mot, parce qu'on est meilleur dans les mi-champs droits que dans les mi-champs gauche. Et vous voyez que l'effet le plus important ici, c'est la rotation. À mesure qu'on fait tourner le mot, on arrive vraiment à un ralentissement immense du temps de réaction pour lire les mots. Et surtout, ici, vous voyez qu'il y a un effet de longueur du mot qui apparaît. On avait des mots de 4, 5 ou 6 lettres. Normalement, vous, bon lecteur, vous êtes capable de traiter des mots de n'importe quelle longueur en parallèle. On revient à cette idée de traitement parallèle de l'information. Et donc, lorsque le mot est horizontal ou un petit peu tourné, on n'a pas d'effet de longueur. Mais lorsque le mot est vertical, il y a un énorme effet de longueur. Donc, ça veut dire que vous lisez lettre par lettre. Vous revenez à un lecteur débutant de CP ou de CE1 qui est obligé de lire lettre à lettre pour reconnaître de quel mot il s'agit. Mais on ne veut pas ça du tout dans un graphe. Hein. Donc il suffit de mettre le mot horizontal, je pense particulièrement à l'axe des Y, évidemment. Beaucoup de gens ont envie de tourner le mot sur l'axe des Y, et ce n'est pas une bonne idée du tout. Ce n'est pas une bonne idée aussi sur le plan cérébral. On avait fait l'expérience d'imagerie cérébrale correspondante, hein, et vous voyez que lorsqu'on fait tourner le mot, on augmente massivement l'activation des aires pariétales, qui déploie l'attention sur la scène visuelle, et on augmente en parallèle l'activation de la région ventrale qui répond à la forme visuelle des mots. Donc cette région doit travailler beaucoup plus jusqu'à ce qu'on reconnaisse le mot. Probablement elle se met à travailler sur les lettres plutôt que sur le mot tout entier, avec une interaction lente et sérielle avec les aires dorsales qui déploient l'attention.
Et puis, dernier point de données qui était vraiment frappant, et ça c'est vraiment le travail de Laurent Cohen et de ses collaborateurs. Laurent Cohen est neurologue et vous le savez, a accès à des patients avec des lésions cérébrales. Et ici, on avait une patiente qui a des lésions bilatérales des régions pariétales qui permettaient d'étudier ce qui se passe lorsqu'on n'a plus la capacité de déployer l'attention et donc de tester la causalité de ce système attentionnel dans la lecture. Cette personne avait une simultagnosie, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes à traiter la scène visuelle tout entière. Elle ne voit plus que des petits éléments. Elle n'arrive plus à détacher son attention d'un élément et faire attention à d'autres éléments de la scène visuelle. Donc, énorme trouble du traitement de l'attention. Et on a utilisé ce cas pour tester la nécessité d'un système dorsal pour la perception des mots. Ça aurait été formidable de pouvoir tester aussi la perception des graphiques, mais à l'époque, on ne travaillait pas là-dessus, on travaillait juste sur les mots. Et vous voyez que chez elle, les choses deviennent massivement problématiques. Alors, premier point qui est quand même très intéressant, même avec une lésion comme celle-là, on est encore capable de lire très bien un mot isolé. Donc, la perception d'un mot tout entier ne dépend pas du déploiement de l'attention sérielle vers les différentes lettres. C'est la perception des lettres en parallèle. Toutes les lettres sont traitées en parallèle. Mais si on tourne le mot, que l'on laisse les lettres verticales ou qu'on les renverse ici, ou qu'on fasse tourner progressivement le mot, on voit apparaître un nombre considérable d'erreurs de lecture chez cette patiente. Elle, essentiellement, ne peut plus lire du tout. On arrive pratiquement à 100% d'erreurs. Donc, vous arrivez à lire des mots tournés péniblement en déployant votre système d'attention dorsale. Cette patiente qui n'a plus de système d'attention dorsale ne peut plus du tout lire les mots qui sont tournés. Donc, évitons, c'est la morale générale, je pense, de ce cours d'aujourd'hui, évitons tout ce qui demande de l'attention sérielle dans la perception des graphiques. Les graphiques sont utiles lorsqu'ils arrivent à nous faire déployer notre système de perception de bas en haut, si on peut dire, totalement bottom-up, rapide, parallèle. Donc, je reviens très rapidement sur les éléments clés du cours d'aujourd'hui. On a distingué des étapes de perception et de compréhension, d'identification interne du graphique et puis de référence aux objets externes, le sens des graphiques. Et les graphiques sont efficaces parce qu'ils recyclent notre capacité de traitement parallèle dans le circuit visuel. Ils permettent le traitement de données arbitraires. On convertit des données arbitraires sous un format qui permet à notre GPU interne de traiter ces données. Et dans cette manière-là, ils peuvent être bien supérieurs à une forme verbale ou sous forme de table, à la fois dans la compréhension immédiate et dans la rétention en mémoire. Il faut penser à cet aspect de mémoire. On se souvient du sens des graphiques mieux que du sens d'un texte. Le bon design graphique implique donc de maximiser la lisibilité, le traitement parallèle et rapide, et de minimiser la nécessité de faire appel à l'attention sérielle. Et ça n'est pas trivial de maximiser la lisibilité. Il y a des volumes entiers là-dessus. Les étudiants qui sont en data vis, en visualisation de données, le savent bien. Il y a plein de choses à apprendre. C'est pas tout à fait faux qu'on peut réduire l'encre et que less is more, mais il faut quand même laisser suffisamment d'encre pour qu'on perçoive rapidement l'organisation du graphique. Il faut sélectionner les dimensions les plus pertinentes et très souvent c'est X et Y. Les positions sont vraiment les bonnes dimensions pour faire passer des données quantitatives. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on a évoquées. Éviter la 3D, éviter l'appel à la mémoire, éviter l'écriture verticale. Tout ceci, ce sont des astuces supplémentaires qui maximisent l'utilisation de notre processeur visuel. Voilà, je vous remercie de votre attention.